Oui, c'est bien. C'est lui. Bertrand Piccard, bonjour. C'est un vrai plaisir Bonjour. que de vous recevoir aujourd'hui sur ce gène à Metz. Alors, vous êtes un aéronaute et aviateur passionné et engagé. Votre marque de fabrique, c'est celle de relever des défis considérés comme impossibles, que ce soit votre tour du monde en ballon sans escale et plus proche de nous, Solar Impulse, un avion qui a fait le tour du monde uniquement alimenté par l'énergie solaire. Mais vous êtes bien plus qu'un amateur d'exploits. Votre carburant, c'est de promouvoir une vision humaniste du monde en associant l'esprit pionnier et l'innovation. Alors Solar Impulse a été un fantastique laboratoire d'expérimentation pour justement expérimenter de nouvelles solutions dans le domaine de l'aviation, mais aussi du transport. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut déjà mesurer les premières retombées de ce fantastique tour du monde ? Alors, il y a des retombées dans différents domaines. Le premier domaine, je pense que c'est politique. C'est que beaucoup de gens ont pris conscience qu'on peut réaliser des choses impossibles ou a priori impossibles avec des énergies renouvelables et des technologies propres. C'était le message. Et maintenant, je continue à travailler beaucoup avec la Commission européenne, les Nations unies, différentes associations internationales, justement pour l'application beaucoup plus poussée de toutes ces technologies propres. Et puis sur le plan technologique, bien sûr, on a développé avec Solar Impulse, ou nos partenaires ont développé avec Solar Impulse des nouveaux produits, des nouvelles manières de faire, des nouvelles substances également, qui se retrouvent maintenant dans le commerce, des nouvelles mousses de polyuréthane pour isoler des maisons de manière beaucoup plus efficiente, par exemple, des LED, des moteurs électriques et des choses comme ça. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'au départ, je ne pensais pas qu'on était aussi proche d'une aviation électrique que ce que nous sommes en réalité. Parce que tous les ingénieurs et tous les spécialistes de l'aéronautique riaient en disant votre avion, c'est pas possible, ça volera pas, vous allez vous écraser, vous pourrez jamais le contrôler en vol et en plus vous pourrez pas passer la nuit en l'air. Et maintenant, ce qu'on voit, c'est que toutes les boîtes aéronautiques sont en train de travailler sur des programmes d'aviation électrique. Donc même là, ça a progressé. Sans faire de jeu de mots, vous avez fait bouger les lignes en quelque sorte. Oui. Non, mais effectivement, mais c'est toujours comme ça dans le monde. Vous avez d'abord des pionniers dont tout le monde rit parce qu'on pense que c'est impossible. Et puis ensuite, les pionniers réussissent, après parfois quelques échecs. Mais quand ils réussissent, on se dit « Ah ben c'était facile, tout le monde va pouvoir le faire » et ça devient évident. Quand on monte aujourd'hui dans un avion de ligne, on ne se rappelle pas que c'était à l'époque complètement fou de faire voler un avion. En 1903, même les autorités américaines n'y croyaient pas. Alors, est-ce que, au fond, on peut dire que le soleil pourrait être une solution à nos besoins en énergie ? C'est une solution partielle. Je crois qu'il ne faut pas être dogmatique. Le futur sera fait de nombreuses sources d'énergie et de nombreuses manières d'économiser cette énergie. On a du solaire, on a de l'éolien, on a de l'hydroélectrique, on a de la biomasse, on a de la géothermie. Et puis on a ensuite toutes les petites sources d'énergie, les marées, les vagues, l'hydroélectrique de rivières, pas forcément des grands barrages. Tout ça, ça doit entrer en considération. L'hydrogène est un stockage, donc je ne mets pas l'hydrogène dans les sources d'énergie. L'hydrogène, c'est la même logique que les batteries, c'est pour stocker de l'énergie et la restituer. Mais si on est 100% énergie renouvelable, comme la Californie a annoncé qu'il le serait en 2045, c'est clair qu'il faut aussi avoir des sources, des manières d'économiser cette énergie pour qu'elle soit suffisante, cette énergie renouvelable. Si on continue à la gaspiller comme aujourd'hui, eh bien, on n'arrivera jamais à boucler les deux bouts. Alors, une des questions essentielles de l'énergie, effectivement, c'est la question du stockage. Parce qu'on pourrait installer des panneaux solaires dans des endroits où il y a beaucoup de soleil. On parle de quelques pourcentages du Sahara qui suffirait à alimenter peut-être l'ensemble de la Terre. L'ensemble de la Terre. La question centrale, c'est sommes-nous aujourd'hui capables de stocker cette énergie et avons-nous des solutions ? Alors, les solutions existent, mais elles ne sont pas toutes encore rentables. Aujourd'hui, vous pouvez stocker de l'énergie dans des barrages. C'est-à-dire que vous repompez de l'eau dans les barrages pour qu'ensuite, en faisant redescendre cette eau dans les turbines, vous puissiez produire de l'électricité. Donc, vous pouvez très bien repomper cette eau quand il y a beaucoup de soleil, quand il y a beaucoup de vent, la nuit quand on n'utilise pas l'électricité, etc. Ça, c'est déjà faisable, ça se fait, c'est rentable. Les batteries deviennent rentables maintenant pour stocker de l'énergie. Ça devient rentable partout. Le prix des batteries s'est écroulé et vous avez même à l'échelon de villes
des unités de stockage avec des très grosses batteries. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'en Europe, on ne se rend pas du tout compte de ce qui se passe dans des États comme la Californie, où c'est déjà monnaie courante de stocker de l'énergie dans des batteries à une échelle assez importante. Et puis ensuite, l'hydrogène, qui est une manière extrêmement intéressante de stocker de l'énergie. On hydrolyse de l'eau en hydrogène et oxygène. Ensuite, on réassocie cet hydrogène avec de l'air dans des piles à combustible pour faire de l'électricité et de l'eau. Ensuite, on peut réutiliser cette eau qu'on redissocie, etc. Donc c'est très bien. Pour l'instant, on est un peu au début de l'application. C'est encore un peu cher, mais le prix va s'écrouler comme le prix des batteries et des panneaux solaires et des éoliennes, ça c'est sûr. Donc il faut déjà investir là-dedans. Donc vous êtes plutôt optimiste? Je suis optimiste quand je vois les solutions. Je suis très pessimiste quand je vois ce que l'être humain en fait. Ouais. En Europe, on n'ose même pas mettre 2045 comme une date pour supprimer tous les moteurs diesel des villes. Et en Californie, j'y étais il y a 3 jours, le gouverneur a signé une loi pour obliger tout l'État de Californie à être 100% énergie renouvelable en 2045. Donc il y a des disparités incroyables dans le monde et ça dépend de l'état d'esprit des leaders. Vous avez des leaders ambitieux, vous avez des leaders qui sont des followers. Donc il y a des solutions techniques, mais il n'y a pas de volonté politique, et en particulier en Europe. C'est ce qu'on pourrait retenir, non? Mais l'Europe n'a pas encore compris, enfin quand je dis l'Europe, il y a beaucoup de gens très bien intentionnés en Europe, il y a la Commission européenne aussi, mais il faut bien voir que l'Europe, c'est l'entier des pays qui constituent l'Europe. Ce n'est pas simplement ceux qui donnent des impulsions. Et les pays européens n'ont pas réalisé aujourd'hui quel est le véritable état des technologies. Ils croient toujours qu'on est il y a 10 ans, ils croient toujours que les solutions sont chères, ils croient toujours qu'elles ne sont pas prêtes. Les solutions sont prêtes, elles sont rentables. Et la Californie a montré qu'on pouvait baisser ses émissions de gaz à effet de serre tout en augmentant son PIB et sa croissance 2 fois plus que le reste des États-Unis. Parce qu'aujourd'hui, l'économie propre, c'est une réalité. Vous créez plus d'emplois et vous développez davantage votre économie et votre industrie si vous remplacez les vieilles infrastructures polluantes par des infrastructures modernes et économes en énergie et efficientes. Donc ça, c'est la grande leçon en fait, de ce qui se passe en Californie. On n'oppose pas l'écologie et le progrès économique. Au contraire, c'est quelque chose qui le favorise de manière plus forte. Ça, c'est une prise de conscience importante. Mais oui, et ça fait 10 ans que là-bas, c'est une évidence. Ouais. Et ici, on continue à entendre des industriels et des politiques qui disent on va baisser l'emploi, on va baisser la croissance si on accorde trop d'importance à l'environnement. C'est un discours complètement démodé. Ceux qui en sont encore là feraient mieux de lire le journal d'aujourd'hui plutôt que de voir ce qui se faisait autrefois. Et à votre avis, pourquoi? Mais parce qu'il y a des disparités énormes dans la manière de voir le présent. Il y a des gens qui voient le présent comme la suite du passé, il y a ceux qui voient le présent comme le début de l'avenir. Là, c'est le médecin psychiatre qui parle. Mais oui, mais c'est vrai, je suis psychiatre à l'origine, donc je regarde tout ça aussi, pas seulement sous l'angle environnemental, mais sous l'angle psychologique. Vous avez beaucoup de gens qui ont simplement peur de l'inconnu, peur du changement, peur de remettre en question leurs habitudes. Ils sont dans leur petite bulle. Les Gaulois réfractaires. Disent, mais oui, mais non, mais ce n'est pas une question de Gaulois réfractaires, c'est une question d'être humain réfractaire au changement. Et il y a ceux qui aiment le changement parce qu'ils voient qu'ils vont pouvoir faire mieux, se développer et s'améliorer. Et il y a ceux qui n'ont peut-être pas assez confiance en eux pour voir que le changement est utile. Ça veut dire que quelque part, les pays émergents sont peut-être plus en capacité à franchir ce pas plus facilement parce qu'eux n'ont rien à perdre et puis ils sont peut-être plus ouverts, ils ont du retard à récupérer, non? Oui, pas tous. De nouveau, on ne peut pas faire de généralité, mais vous voyez un pays comme le Maroc où Mohamed VI a décrété qu'il y aurait 52% d'énergie renouvelable en 2030. C'est remarquable comme ambition politique et énergétique. C'est absolument remarquable. Il y a d'autres pays qui en sont pas là, bien sûr. Nous, en France, on en est à 15-20% peut-être. C'est les objectifs d'ici 2050, non? En France, il y a vraiment le contraste entre ceux qui ont compris qu'il faut avancer et ceux qui freinent des 4 fers en se disant gardons ce qu'on a aujourd'hui le plus longtemps possible. C'est impressionnant le clivage qu'il y a aujourd'hui. Alors, Bertrand Piccard, je vous propose maintenant qu'on parle un petit peu de numérique. Alors, est-ce que sans le numérique, Solar Impulse aurait été possible? Non, clairement non. Solar Impulse a été
construit dans ce qu'on appelle le calcul des éléments finis, avec des programmes Dassault Systèmes qui ont permis de fabriquer des ailes et des pièces en fibre de carbone avec une précision et une légèreté qui n'avaient jamais été atteintes jusque-là. C'est un avion qui a été calculé, conçu sur ordinateur. Et ensuite, les ouvriers ont commencé à coller les fibres et les plaques de carbone. Donc ça veut dire que la boucle est bouclée, le numérique, la raison de votre présence ici, et l'environnement, c'est quelque chose qui fonctionne évidemment de pair. Mais non seulement ça fonctionne de pair, mais vous allez voir que ce qui va rapporter le plus aux entreprises dans le futur, et ça a déjà commencé maintenant, c'est toute la digitalisation de la consommation d'énergie et le service aux clients. Engie, aujourd'hui, qui était autrefois Gaz de France, a non seulement changé son nom, mais en plus changé sa manière de faire. Les 2/3 des effectifs sont dévolus à la diminution de la consommation d'énergie chez les clients, aux services rendus aux clients pour être plus efficients, et c'est comme ça qu'ils gagnent le plus. Aujourd'hui, on est dans un nouveau modèle où on n'est plus dans le gaspillage d'énergie, où disons, on commence à être dans un nouveau modèle où, où le but c'est d'économiser cette énergie avec des systèmes intelligents. On parle du smart grid, où l'énergie produite au moment où on en a besoin, ou bien celle qui est stockée, peut être réattribuée à ceux qui en ont besoin au moment même. Donc si tout à coup vous avez un nuage qui passe devant le soleil, eh bien vous allez automatiquement diminuer un petit peu le froid de votre réfrigérateur pour attribuer cette énergie à la charge de votre voiture parce que vous devez partir. Et tout se fait de cette manière-là. Et on sera dans une intelligence rendue possible par tous ces systèmes numériques. Alors, Bertrand Piccard, vous lancez aujourd'hui un nouveau défi, 1000 solutions pour la planète. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ? Ça consiste à comprendre d'abord que la plupart des solutions qui existent ne sont pas connues et ne sont pas appliquées. Elles existent dans des startups, dans des laboratoires de recherche, parfois aussi dans des grandes entreprises. Et elles ont du mal à Mais elles ont éclore. du mal à être généralisées et elles ont du mal à être prises en considération dans les réglementations politiques. Donc nous, ce que nous avons décidé, c'est de sélectionner 1000 de ces solutions et de les labelliser. Partout dans le monde. Alors partout dans le monde, et de labelliser évidemment la crédibilité technologique, évidemment l'impact favorable sur l'environnement et la société, mais surtout la rentabilité. Il faut que ce soit rentable. Tant que ce n'est pas rentable, les gens ne vont pas faire d'efforts. Donc le but, c'est vraiment de montrer qu'aujourd'hui, on peut créer des emplois, on peut développer l'économie, on peut développer une croissance, mais une croissance propre. Une croissance qui est bien meilleure que le statu quo sale qu'on a aujourd'hui. Donc c'est une manière de réconcilier écologie et industrie, mais avec des preuves. Parce qu'on entend les gens dire l'environnement ça coûte trop cher, les autres qui disent pas du tout l'environnement ça rapporte, mais finalement on n'a pas assez de preuves. Moi je veux amener 1000 preuves que c'est possible dans tous les domaines, dans les domaines de l'eau, de l'énergie, des villes, de la mobilité, de l'industrie, de l'agriculture. Avec l'idée qu'elles deviennent des projets concrets. Alors, ça doit déjà être plus qu'une idée. Ça doit déjà être un projet concret, ça doit déjà être à l'échelle 1-1, en tout cas un prototype qui marche. Et à partir de là, nous allons, avec notre label, favoriser le développement de ces startups, les mettre en contact avec des investisseurs, les mettre en contact avec des gens qui ont besoin de ces solutions, et ensuite refaire un tour du monde, mais le tour du monde des solutions, avec le portfolio de tout ce qui peut prouver au gouvernement, au pluriel, qu'ils peuvent être beaucoup plus ambitieux dans leur politique énergétique et dans leurs buts environnementaux. Alors, tout à l'heure, on parlait du côté un petit peu réfractaire et difficile de convaincre les politiques. Par rapport à un projet comme celui-ci, quel accueil donne-t-il à ces 1000 solutions pour la planète ? Mais l'accueil est excellent parce que c'est une manière de résoudre ce fossé entre ceux qui ne veulent pas avancer parce qu'ils ont peur d'y perdre quelque chose et ceux qui sont prêts à avancer parce qu'ils savent qu'ils vont y gagner quelque chose. Alors, si on se remet un petit peu en arrière, est-ce que Solar Impulse aurait été éligible ? Solar Impulse n'aurait pas été éligible dans nos 1000 solutions parce que Solar Impulse n'avait pas un but de rentabilité, ça avait un but de démonstration. Par contre, une des spin-offs technologiques de Solar Impulse, qui est H55, qui est une start-up qui a été lancée par André Borschberg,
pour électrifier la propulsion des moteurs d'avion. Ça, c'est éligible. André, avec sa start-up, fait partie du groupe des solutions que nous promouvons. Oui, donc il y a une suite logique. Mais il y a une suite logique, tout à fait. Alors, vous êtes aujourd'hui à Gênes, à Metz, parce qu'on va vous proposer un certain nombre de solutions. Hein. Je crois qu'il y a 10 candidats, je ne sais pas si vous les avez encore découverts, qui vont vous être présentés, qui pourraient éventuellement être éligibles, ou en tout cas qui vont candidater à cette opération 1000 solutions pour la planète. Vous les avez découvertes ou pas encore? Non? Je vais les découvrir tout à l'heure, je vais annoncer le pitch, Ouais. mais plusieurs font déjà partie des entreprises qui déposent des solutions à la Fondation Solar Impulse. Alors, j'ai envie de vous poser, quel est le point commun entre l'aventure, l'innovation et le numérique? Je dirais que le numérique est une aventure innovative. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas du tout encore vu l'entier de ce qu'on peut faire avec du numérique. C'est une dimension spectaculaire qui est en train de se développer et qui est applicable à tous les aspects de la protection de l'environnement. Alors maintenant, c'est applicable si on veut les utiliser pour ça. Le numérique, c'est ce qu'on veut bien en faire. On peut aussi voir le numérique comme étant le blockchain qui va quadrupler la consommation d'énergie du monde et qui va nous précipiter dans la catastrophe. Donc ce qu'il faut, c'est voir de manière intelligente comment coupler les différents aspects. Si vous avez des centres de données qui sont maintenant des gros consommateurs d'énergie à cause de la chaleur que ça produit, et que vous utilisez de l'électricité pour les refroidir, et puis à 1 kilomètre de là, vous devez utiliser de l'électricité pour chauffer des maisons, c'est évident qu'on est dans le délire total. Ouais. Maintenant, ces centres de données doivent être des centres de production de chaleur pour des réseaux beaucoup plus grands. Et aujourd'hui, on a un de nos membres, Ecotech Ceram, par exemple, qui s'est spécialisé dans le transport de chaleur. Ils ont des blocs de céramique dans des containers isolés. Ils prennent la chaleur là où elle est produite de manière excessive. Ils l'amènent là où on en a besoin. Donc vous voyez qu'il faut vraiment fonctionner en systémique. Mais autrefois, on croyait que l'individu était isolé, pouvait fonctionner par petits villages. Ensuite, on a eu la mondialisation qui montre que tout le monde doit être en interrelation. Maintenant, on voit que ce n'est pas que les êtres humains qui doivent être en interrelation, c'est tous les systèmes. Et au niveau énergétique, c'est absolument flagrant. Alors, il y a une question qui est un petit peu centrale, qui est de se dire, pour lutter contre le réchauffement climatique et la catastrophe annoncée, il faut changer de système. C'est notamment la théorie de Jean Ziegler qui dit il faut abandonner les systèmes libéraux. Mais au fond, est-ce que ce n'est pas plutôt la mentalité d'avoir changé les hommes avant de changer le système? Vous savez, la mentalité des êtres humains, je crois que c'est ça qui produit le meilleur et qui produit le pire. Dans l'histoire de la lutte contre les émissions de CO2, vous avez eu des grandes escroqueries qui ont enrichi des escrocs au détriment de la société. Vous parlez de la taxe carbone. Sur la taxe carbone, par exemple. Et vous avez des procès retentissants. Donc finalement, c'est ce qu'en fait l'être humain. Mais aujourd'hui, changer le système, ça veut dire quoi? Alors, si c'est abolir certains excès du système, oui, mais garder aussi ce qui fonctionne dans notre système. Aujourd'hui, on a quand même une manière qui peut être utilisée de protéger l'environnement, de créer des emplois, de moderniser toutes les infrastructures de manière rentable et pour l'environnement et pour la société. Et ça, je pense qu'il faut le faire. Maintenant, la cupidité humaine, le manque de respect, le manque d'empathie, ça a toujours existé. On considère qu'il y a à peu près 5% des êtres humains qui sont des psychopathes et qui n'ont pas accès à l'émotion d'autrui et qui par conséquent écraseront n'importe qui pour arriver à se faire leur place. Quel que soit le système dans lequel ils sont, ils vont sévir, ces gens-là. Et c'est pour ça que la société doit mettre des barrières, doit se protéger et ne doit pas se laisser manipuler. Les jeunes sont forcément peut-être un peu plus sensibles à ces questions-là et au fond, on peut être assez optimiste quant à cette prise de conscience qui pourrait être portée par eux quand même, non? Oui, mais d'ici qu'ils aient le pouvoir, il faudra 20 ans et en 20 ans, on peut détruire la planète. Donc il faut arrêter de repousser la solution plus loin en disant les jeunes vont sauver le monde. Surtout que je ne sais pas ce qu'un jeune fera quand c'est lui qui sera directeur général d'une entreprise, qu'il aura 50 000 salaires à payer à la fin du mois, qui sera tout le temps dans le court terme, et ce qui va se dire je change ma chaîne de production pour être plus propre, je ne sais pas. Ouais.
Alors, en conclusion, et ce sera ma dernière question, vous êtes un homme optimiste ou plutôt pessimiste? Écoutez, je suis très optimiste quand je vois toutes les solutions. Je suis très optimiste quand je vois la qualité de certains êtres humains sur cette planète. Mais je suis un peu pessimiste quand je vois la lenteur qu'il faut pour mettre les choses en place, quand je vois les résistances qu'il y a contre le changement. Aujourd'hui, tout est possible dans la réalité, mais pas encore dans l'état d'esprit. Bertrand Piccard, merci beaucoup et bonne journée à vous, Eugène. Merci. Avec plaisir. Merci.